Allez, nous voilà de retour avec cette fois l'exercice 2. Donc ici, l'exercice 2, ah, on se sent bien. Là, on se sent tout de suite à l'aise. On est avec une bonne vieille matrice triangulaire où les éléments diagonaux sont non nuls. Et en plus, 2 à 2 distincts, on va s'amuser, ça va être diagonalisable, ça va être inversible. Bref, là, on sait que on va être plutôt en terrain presque conquis. Alors, on y va, il faut être quand même vigilant, hein, on va regarder, mais là, le début est vraiment assez enfantin. Hein. J'espère que vous l'avez... en tout cas, le début, après, on va voir, mais le début, il n'y a pas de piège. Donc, au début, on est ici en présence d'une matrice triangulaire. Les valeurs propres sont de ces éléments diagonaux, à savoir 1 demi, 1 et 2. A n'admet pas de 0 pour valeur propre, donc est inversible. Et elle a 3 valeurs propres distinctes. Et on est ici, A appartient à M3 de R. Donc, du coup, on est bien, elle est bien diagonalisable. Là, quand on met dans un espace vectoriel de dimension 3, attention, ce n'est pas la dimension de M3 de R. Là, ce que voulait dire Madame Brossard, c'est que si on devait poser un endomorphisme associé à cette matrice, ce serait un endomorphisme de R3, par exemple. En tout cas, un endomorphisme où l'ensemble E, un endomorphisme de E, où E est de dimension 3. Ici, on pouvait tout simplement dire A appartient à M3 de R et ça passait très bien. Ok, donc c'est diagonalisable. Donc là, reconnaissez que j'ai à peine exagéré. Cette première question, franchement, c'est un cadeau. Donc elle ne va pas être très valorisée, hein, parce que c'est quand même pas très dur. À l'inverse, si vous ne la faites pas, le prof va se dire, mais pourquoi? Donc question 2, déterminer une matrice D où les coefficients diagonaux sont rangés dans l'ordre croissant, et une matrice P, donc là c'est diago de base, hein, je fais les calculs de sous-espace propre, en repérant une astuce aussi qu'on a très souvent au concours, A fois 1, 0, 0, bah ouais, ça nous fait 1, 0, 0. C'est la première colonne de A en fait. Et donc du coup, on voit vite que comme là, alors c'est un point qu'il faut que vous ayez en tête, hein, ici, on a 3 valeurs propres distinctes, avec A appartient à M3 de R, donc nécessairement, les sous-espaces propres vont être tous de dimension 1. Ça, c'est du cours. Quand on a autant de valeurs propres que l'ordre de la matrice, alors les sous-espaces propres sont tous de dimension 1. Et donc, il suffit de trouver un vecteur qui marche pour, par exemple, la valeur propre 1, pour que ce vecteur forme une base du sous-espace propre associé à la valeur propre. Donc ici, on a A fois 1, 0, 0, qui fait 1, 0, 0. Donc, 1, 0, 0 est un vecteur propre associé à la valeur propre 1. Du coup, d'après ce que j'ai dit, le E1, le sous-espace propre associé à la valeur propre 1, a pour base 1, 0, 0. Bon, par contre, pour les deux autres, c'est moins évident, donc il faut faire les calculs. Et on obtient donc des bases. Hein. E2, c'est vecte de 1, 0, 1. Et E de 1,5, c'est vecte de 2, 1, 0. Voilà. Bon. Ça, n'hésitez pas à vous faire des vérifications. Hein, à faire A fois 2, 1, 0. Est-ce qu'on obtient bien 1,5 fois 2, 1, 0? Vous voyez, c'est des vérifications que je demande toujours à l'étudiant de faire. Donc, n'hésitez pas à le faire ici. Et après, donc, une fois qu'on a notre D, et ben D-1, c'est en fait, ça c'est aussi un classique du concours. Quand vous avez une matrice D, pour déterminer l'inverse de la matrice D lorsque les éléments diagonaux sont non nuls, et que la matrice est diagonale, hein, en fait, ce sont il suffit d'inverser les réels. Donc là, 1,5 on l'inverse, ça nous fait 2. 1 on l'inverse, ça nous fait 1. Et 2 on l'inverse, ça nous fait 1,5. Ça, à retenir comme astuce. Ensuite, on nous disait calculer Q carré. Bon, là, on a reconnu cette matrice, hein, au passage. Je crois que c'est tombé écrit comme, je ne sais plus si on voit écrit comme de la semaine dernière, hein, où il y avait aussi cette matrice. Et en fait, il faut savoir que Q à la puissance 2, ça fait I, et du coup, même si ce n'est pas utile ici, retenez-le, Q à la puissance 2n, ça va faire I à la puissance n, ça va aussi faire I, et Q à la puissance 2n plus 1, ça fait Q, puisque c'est égal à Q à la puissance 2n fois Q. Et comme Q à la puissance 2n fait I, ben du coup, Q à la puissance 2n plus 1 vaut Q. OK. Donc là, Q carré vaut I. Il nous demande de calculer Q dQ. Pas de problème, je m'exécute. Je calcule Q dQ et j'obtiens D-1. Et là, la question, en déduire que les matrices A et A-1 sont semblables. Bon.
Là, il faut avoir un peu de recul. Qu'est-ce qu'on a ici, en fait? On sait que Q carré vaut I. Q carré vaut I, ça veut nécessairement dire que Q fois Q vaut I, ça c'est évident. Mais du coup, ça veut dire que Q, c'est Q-1, en fait, puisqu'on a trouvé une matrice qui est ici Q, hein, on a trouvé une matrice telle que Q fois cette matrice vaut l'identité. Et bien, la matrice en question, c'est nécessairement l'inverse. C'est du cours. Donc, du coup, Q vaut Q-1, et du coup, le Q d Q-1 égale à D-1, ben, ça veut dire qu'on a Q dQ égale à D-1, ça veut dire que Q d Q-1 égale à D-1, ou Q-1 dQ. C'est ce que fait Madame Brossard. On a Q-1 dQ qui vaut D-1. Ce qui veut donc dire que D et D-1 sont semblables. Et oui, c'est la définition de semblable. Or, A et D sont semblables. Donc, du coup, on a aussi A-1 et D-1 qui sont semblables. Ça, il faut peut-être que je vous l'explique quand même un petit peu. On va essayer de se le refaire. Allez, on se lance. On se lance. Donc, on est ici dans l'exercice 2. On va essayer de se faire juste ce A4 là qui, on va le faire posément. C'est la question où il fallait avoir un peu de recul. Donc, on a vu que Q carré valait I. On pouvait donc en déduire, vu que Q dQ vaut D-1, on en déduit qu'on a Q-1 dQ qui vaut D-1. Donc D-1 et D sont semblables. OK. Sauf que l'on a aussi, donc on va dire que la matrice A et A-1 sont semblables. Moi, là, ce que je... Sans faire de démonstration, dire que D... alors, attendez. D-1, D, en fait, il faut comprendre que... Bon, on va essayer de le montrer matriciellement, plutôt. Donc, A, on sait que c'est égal à P, D, P-1. Du coup, si j'utilise le fait que D, si j'inverse les choses ici, D, c'est égal à Q, D-1, Q-1. Q, D-1, Q-1. Comment je fais pour obtenir ça? Il suffit que je multiplie à gauche par Q et à droite par Q-1. Et j'obtiens exactement ça. Du coup, on va regarder. Ça nous fait P Q D-1 Q-1 D-1. Ce qui nous fait PQ D-1 PQ moins 1. Parce que vous n'avez pas oublié que si je fais AB moins 1, ça fait B moins 1, A moins 1 lorsque A et B sont inversés. Bon, qu'est-ce que ça me dit, ça? Ça me dit que A et D moins 1, on va y aller tranquillement, hein, et D moins 1 sont semblables. OK. Bon, maintenant, quel est le rapport avec A moins 1? Quel est le rapport avec A-1 ici? Là, il faut que je réfléchisse quelques minutes, j'arrive. Alors, donc on a montré que A et D-1 étaient semblables. Qu'est-ce qu'il nous reste à montrer? Il nous reste à montrer que
D-1 et A-1 sont semblables. Parce que si j'arrive à montrer ça, alors nécessairement, A sera semblable à A-1. Donc on y va. Comment on montre ça? Bah, déjà, on a A qui vaut PD P-1. Donc A-1, c'est P D P-1 moins 1. Ok, donc ici, c'est égal à PD, pardon, je vais faire posément. Là, c'est égal à PD, tu multiplies P-1, le tout moins 1. Bon, et donc d'après le cours, ça nous fait P-1 moins 1 fois PD moins 1. Ce qui nous fait aussi P-1 moins 1, ça fait P. Et là, PD moins 1, ça fait D moins 1 P. P moins 1, pardon. Donc là, qu'est-ce qu'on vient de montrer? On vient de montrer que, que A-1 était semblable à D-1. Youpi! On a du coup, eh bien, c'est fini, puisque j'ai A et D-1 qui sont semblables, et D-1 et A-1 qui sont semblables, et bien donc, on va montrer que A et A-1 sont semblables. Alors là, on a presque fini, puisque du coup, on a, on y va, hein, on a A-1. Donc, qu'est-ce qu'on veut montrer? On veut montrer que A et A-1 sont semblables. C'est-à-dire, pour ceux qui ne se souviennent plus, on veut montrer qu'il existe une matrice H appartenant à cette M3 de R, hein, inversible, telle que, donc avec H inversible, hein, on dit que ça appartient à GL3 de R, je ne vais pas ces détails, parce que c'est plutôt un espace réservé aux ECS, mais tel que A égale à H, A-1, H-1. Voilà ce qu'on veut montrer. Bon, ben là, on est quand même plutôt pas mal, hein, puisque on a, voilà, ou alors, hein, on peut montrer aussi que A-1 égale à H-1 à H, c'est la même chose. Bon, ben moi, je vais partir, vu que je viens de faire mon A-1 là, je vais partir de ça. A-1 qui vaut, j'ai dit que c'était quoi? P, D-1, P-1. Et le D-1, j'avais certainement un truc plus... Comme D-1, comme D-1 et A sont semblables, on avait trouvé quelque chose. Voilà, on avait A qui valait ce truc-là que je vais appeler, si je l'appelle R, et là R-1. On obtient R, donc A, c'est A, c'est R D-1, R-1. Là, j'écris OR. A égale à R D-1, R-1. Donc, là aussi, je multiplie à gauche par R-1, R-1, A et à droite par R. Ça va nous faire D. Et donc, ça va nous faire, pardon, D-1. Et donc, du coup, je peux remplacer D-1. Donc, le D-1 que j'ai exprimé ici, je vais le remplacer là-dedans. Et donc, on y va. Ça nous fait A-1 égale à P R-1 A R P-1. Et donc, ça nous fait quoi finalement? Ça nous fait PR-1 A fois P R-1 moins 1. Et oui, ça, il faut aller repérer que PR-1 moins 1, c'est exactement égal à R-1 moins 1 fois P-1. Ça, je répète. Or, P R-1 moins 1, c'est égal à R-1 moins 1 fois P-1.
c'est-à-dire R fois P-1. Bref, youpi. Et ça, je vais l'appeler H, par exemple. J'ai bien que A-1 est égal à H à H-1. Et donc, je viens de montrer que A-1 et A sont bien semblables. Oui, ça nous a fait du bien, hein, parce que juste lire une correction, parfois, on ne voit pas trop. Là, moi, je ne voyais pas trop. Je me mettais à votre place, je me disais, oula, on va peut-être le réexpliquer. Et là, ça nous a permis de voir quand même beaucoup de techniques sur les matrices semblables. Donc, cette question-là, je pense que elle a été un peu négligée par les étudiants. Donc, à revoir. OK, ensuite, on avait... Alors là, ça se corsait un petit peu. Enfin, là, ça commençait vraiment en douceur. Hein. Mais là, dans la partie B, ça se corse un petit peu parce que là, on a affaire à des applications linéaires. Et je sais que vous avez un peu plus de mal avec ce lien entre matrice et application linéaire. Et là, c'était un peu, ça portait là-dessus, hein, sur cette partie-là. Donc là, on va regarder dans le détail, ici, ce qu'on avait dans cette partie B. Donc là, on nous dit, on note M, la matrice de F dans la base canonique de R3, expliciter la matrice M et montrer que M est inversible. Bon, ben là, je fais la base canonique de R3, je la connais, hein, c'est F de 1, 0, c'est 1, 0, 0. Enfin, c'est E1, E2, E3, et E1 c'est 1, 0, 0, E2 c'est 0, 1, 0, et E3 c'est 0, 0, 1. Donc je fais F de 1, 0, 0. Je remplace là-dedans, c'est pas très dur, on obtient ça. Je remplace ensuite F de 0, 1, 0, on obtient ça. Et F de 0, 0, 1, on obtient ça. Ce qui nous fait matriciellement quelque chose comme ça. Expliciter la matrice et montrer que M est inversible. Bon, là, ici, M est inversible si et seulement si le noyau de la matrice, ou le noyau de F est réduit au vecteur nul, c'est-à-dire si le rang de M égale 3. Bon, ben là, plusieurs solutions. Là, on peut raisonner sur la liberté d'une famille. Moi, j'aurais fait, hein, en méthode 2, j'aurais tout simplement fait mx égale 0 et j'aurais montré que x vaut 0. Et donc, on y arrive bien normalement avec cette technique-là, mais ça revient sensiblement au même. OK. Donc, question 5 aussi, incontournable, il fallait la faire. 6a vérifie que 1 est valeur propre de f et que U1, U2 est une base du sous-espace propre associé. Bon, une base du sous-espace propre associé, allons-y. Donc, montrons que 1 est valeur propre de f. Donc là, du coup, soit je raisonne avec les applications linéaires, f de x, y, z égale à 1, x, y, z, soit je raisonne avec les matrices. Donc, ici, comment je fais? Je fais m moins ix égale 0. Donc ça, je peux aussi résoudre méthode 2. Donc, méthode 2, on résout m moins ix égale 0. Et on finit par trouver quelque chose. Donc là, c'était du calcul aussi. Et on trouvait là une base de vecteurs propres. Il nous la donnait, donc c'était pas trop compliqué de le vérifier. Déterminer un vecteur U3 de R3 tel que f de U3 moins U3 égale U2. Bon, là, moi, j'aurais cherché matriciellement. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir en tête le lien entre matrice et... il faut avoir en tête, donc je me remets ici, donc on est en question 6b. Donc là, ici, il s'agit de montrer, en fait, on cherche un vecteur U3 tel que f de U3 moins U3 égale U2. Bon, U3, on ne l'a pas. Donc, du coup, ça revient à chercher. On cherche U3 égale à x, y, z, tel que m fois x, y, z moins x, y, z égale à U2. Et U2, c'est 0, 1, moins 1. Et donc, c'était une question calculatoire, mais c'était intéressant de passer de l'endomorphisme à la matrice. Ça, il faut vraiment savoir faire ce genre de choses. Et on trouvait quelque chose. Donc là, on va regarder ce qu'a obtenu Madame Brossard.
on obtenait, en faisant le calcul, hein, ici, on obtenait 0, 0, moins 1. OK. Et après, montrer que la famille est une base, donc ça, vous savez faire. On montre que c'est libre, de cardinal 3. Donc, on obtient bien que c'est une base de R3. OK. On admet que U1 moins U2, U3 est également une base de R3. Très bien, qu'on se le dise. Alors ensuite, 7A, écrire la matrice M1 de F. Bon, là, ici, pas de... On n'a pas peur, mais voilà, ça reste un peu dans la même veine que ce qu'on a eu avant, sauf qu'il y a un peu d'endomorphisme pour nous embrouiller. Mais voilà, on fait du calcul, on calcule M1 et M2, on va obtenir I, donc, et après on déduit que les matrices M et M1 sont semblables. On a à peu près le même type de difficulté que précédemment. Donc là, je vous laisserai le faire et regarder la correction. Ce n'est pas forcément les questions les plus intéressantes. On a déjà fait là, sur cet exo-là. On a fait en tout cas les questions les plus classiques. Et je retiens notamment cette question 4 qui vous aide vraiment à manipuler tout ce qui est matrice semblable, où vous avez quand même un peu de mal à calculer l'inverse d'un produit, par exemple, ou à prendre l'initiative de multiplier à gauche par une matrice et à droite par une autre matrice. Là, ici, c'est des choses qu'on retrouve souvent au concours et qu'on avait concentré dans une question sur la partie A. Une partie C, ici, où là, on est aussi quand même plutôt on est plutôt confortable, parce que là, justifier que la matrice T est inversible et qu'elle est diagonalisable, là, on a encore une matrice triangulaire avec les éléments diagonaux qui sont finalement les valeurs propres, et où cette valeur propre est non nulle, donc clairement, la matrice est inversible, parce qu'il n'y a pas 0 comme valeur propre. Et puis après, est-elle diagonalisable? Bon, ça, c'est une question qui tombe, comme je vous l'ai déjà dit, sur pas mal de vidéos, sur celle de l'Écricom de la semaine dernière. Question qui tombe tous les ans au concours en ECE, et très souvent aussi en ECS. Donc là, on a donc une matrice triangulaire, coefficient diagonaux non nul, elle est donc inversible. Elle est triangulaire, donc elle admet 1 comme unique valeur propre, et du coup, là, c'est une démonstration par l'absurde. Vous le savez, si la matrice était diagonalisable, alors elle serait semblable à la matrice identité. Puisque je vous rappelle que si on se refait cette démonstration par l'absurde, on va essayer de se la refaire. Donc ici, par exemple, on va se refaire la question C9. Supposons que T diagonalisable. Alors, il existerait une matrice P telle que T égale à P D P-1, avec D, la matrice diagonale, où il y aurait finalement qu'une seule valeur propre, c'est-à-dire ce serait l'identité. Et donc on aurait T qui serait égal à PI P-1, c'est-à-dire P P-1, c'est-à-dire I absurde. Parce que P n'est pas égal à I. Donc ça, question qui tombe tout le temps, donc s'il vous plaît, maîtrisez ça. Ensuite, calculer n cube, puis i3 plus n, blablabla. Bon, là, n cube, à tous les coups, on va obtenir un truc égal à 0, ça va être une matrice nilpotente. C'est ce qui se passe, voyons voir. Hop, partie C, et oui, on a bien n cube qui vaut 0. Et donc, quand je fais i3 plus n, facteur de tout ce truc, en fait, tout va s'annuler, sauf le i3. Et donc, on est content, on retrouve, comme tout à l'heure, notre Q, Q-1 égale à l'identité. Donc là, on a que T est bien inversible, et son inverse, c'est ce qu'il y a là dans la parenthèse, c'est-à-dire I3 moins N plus N carré. OK. Donc ça aussi, question qu'on pouvait difficilement louper si on avait un petit peu travaillé le calcul matriciel. Bon, et là on retrouve des choses qui ressemblent à l'EDEC 2013, sur les matrices nilpotentes. Vous irez voir cet exercice de l'EDEC. L'EDEC 2013, où on a quasiment le même genre de situation, avec des endomorphismes, on appelle ça des endomorphismes nilpotents, c'est-à-dire qui sont nuls à partir d'une certaine puissance. Là, vous voyez ici, à partir de n cube, n puissance k est nul, donc ça commence à n cube, et après n puissance 4 vaut aussi 0, etc. Bon, et quand on considère l'endomorphisme lui aussi est nilpotent, puisque G rongé de U vaut 0. Donc là, pourquoi est-ce qu'on a ça?
justifier qu'il existe un vecteur U tel que G rongé de U est non nul et G rongé de U est nul, bon, bah, ça vient du fait que, que N au carré est non nul et N cube est nul. Au niveau des endomorphismes, ça veut donc dire que G rongé n'est pas l'endomorphisme nul. Donc l'endomorphisme nul de R3, hein, on l'écrira comme ça, 0 de L de R3. Alors que G rongé, lui, il est nul, hein, c'est l'endomorphisme nul de R3. J'ai plus de place, vous m'avez compris. Donc, si G rongé n'est pas l'endomorphisme nul, ça veut dire qu'il y a forcément un vecteur qui existe, tel que G rongé de U soit non nul. C'est exactement ce qu'ils veulent. Il existe un vecteur U tel que G rongé de U soit non nul. Et G rongé de U, bah, vu que G rongé vaut tout le temps 0, c'est aussi nul en U. Donc cette question, c'était vraiment juste une compréhension du fait que N carré est non nul et N cube est nul. Et au niveau des endomorphismes, ça se traduit par G rongé est non nul et G rongé est nul. Ok, montrer que la famille B3 égale G rongé de U, G de U, U est une base de R3. Là aussi, question qui est tombée telle quelle quasiment à l'EDEC 2013. EXO 3, je crois, ou EXO 2, à vérifier, je dirais EXO 3. On a aussi eu ça à HEC en EXO 1 il y a 2-3 ans. Donc ça, c'est des techniques qu'il faut vraiment maîtriser. Donc comment on fait? En fait, il s'agit ici de composer, vous allez voir, donc, on va se le faire posément. Donc je dis, supposons qu'il existe ABC tel que... donc déjà, il fallait le prendre en U. Il fallait avoir l'idée de le prendre en U. G rongé de U plus B, G de U plus C de U égale 0. A, G rongé de U plus B, G de U plus C de U égale 0. Et on va montrer que A égale B égale C égale 0. Donc comment on fait? Bah, ici, il fallait avoir l'idée d'appliquer G à cette expression. Quand j'applique G, regardez ce qui se passe. D'ailleurs, on peut l'appliquer même 2 fois. Ici, en l'appliquant 2 fois, alors moi je l'aurais même... moi, j'aurais pas tout fait exactement comme ça. Là, ici, parce que là, on obtient une première égalité. Quand on réapplique, là, il y a des choses qui se simplifient. Et moi, j'aurais d'un coup appliqué... Alors, je vais vous montrer, moi, comment j'aurais fait. Vous avez une deuxième version par Madame Brossard. Moi, je vais vous montrer comment j'aurais fait. Donc, on va se le faire. Grand classique du concours. Donc, on est en question... Donc, toujours Exo 2. Question 11. B. Donc, si on a notre A, G rongé de U, plus B, G de U, plus CU qui vaut 0, moi appliquons. Donc ça, je vais l'appeler étoile, vous allez comprendre pourquoi, cette relation. Appliquons, et là, je vais appliquer G rongé. Regardez ce qui se passe quand j'applique G rongé. Ben, on obtient A. Alors G rongé, il faut savoir qu'on peut aussi l'écrire comme ça. G carré, c'est G rongé. G rongé, c'est G cube. On va l'écrire comme ça parce que ce sera plus rapide. C'est G cube. Ça, c'est parenthèse. Du coup, regardez, quand j'applique G rongé, on obtient A fois G4 de U plus B fois G cube de U plus C fois G carré de U égale à G rongé de 0, ça fait 0, parce que G est linéaire. Donc là, pourquoi je suis content? Ben parce que je sais que G3, ça fait G4, ça fait 0, et G carré de U est non nul. Donc qu'est-ce que j'obtiens du coup? Donc j'obtiens que C fois G carré de U vaut 0. Puisque ça s'en va, ça vaut 0. Ça s'en va, ça vaut 0. Il me reste C fois G carré de U. Et comme G carré de U est non nul, c'est forcément C qui vaut 0. Comme G carré de U est non nul, on a nécessairement C qui vaut 0. Du coup, regardez ce que j'ai. J'ai C qui vaut 0. Et puis si je reprends mon étoile là, de tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a A, G rongé de U, plus B, G de U qui vaut 0. J'ai plus le C. Le C de tout à l'heure, je l'ai fait disparaître. Bon, et là, rebelote, je vais
appliquer, appliquons, encore, cette fois on va appliquer G. Et regardez ce qu'il y a, donc étoile du coup devient quoi? Ça devient A fois G rond G, bon, c'est par linéarité, hein. G étant linéaire, je ne l'ai pas dit, mais c'est évident. G rond G de U, plus B G rond G de U, égale G de 0, c'est-à-dire 0. Donc, vu que celui-là, il est nul, on obtient, et que G rond G de U est non nul, on obtient de la même façon que B vaut 0. Et donc, on a, du coup, notre A égale B, enfin, pardon, C égale, D, égale B égale 0. Et donc, du coup, on a A, G rond G de U qui vaut 0. J'applique G. Enfin, pardon, non, c'est fini. Ça, c'est non nul. G rond G de U non nul. Donc, c'est forcément A qui est nul. Et donc, on a A égale B égale C égale 0. Voilà pour donc cette question de l'exercice. Donc, question très classique de l'exercice 2. Écrire la matrice G dans la base B3. Calculer. Bon, là, ouais, là après, on en a fini avec les questions qu'il fallait absolument maîtriser parce qu'elles retournent tout le temps. Le reste, ben, c'est un peu comme tout à l'heure. Écrire la matrice G dans la base B3. Donc, bon, ben, je le fais, quoi, on obtient ça. Et puis après, je m'amuse à faire du calcul. Et à la fin, on a encore des choses sur les matrices semblables. Voilà pour donc cet exercice 2, qui cette fois est réellement terminé. Donc pour conclure cet exercice, il est bien si vous voulez revoir vraiment des questions très classiques au début du sujet. Et puis si vous voulez travailler un petit peu les matrices semblables, qui est un chapitre un peu qui pose problème auprès des étudiants. Et puis la partie sur les matrices nilpotentes avec là ici les applications, enfin les endomorphismes nilpotents. Ça aussi c'est des sujets qui tombent pas que aux parisiennes, hein, qui tombent, je vous dis, à l'EDEC en 2013, aux parisiennes très souvent aussi. Donc c'était aussi une partie C qu'il fallait traiter. Voilà pour l'exercice 2. On passe dans une prochaine vidéo à l'exercice 3.